Ça, c'est le site de Jérôme Golmar pour récolter des fonds. Vous avez probablement aussi entendu parler des cas des rugbyman sud-africains. L'équipe qui avait été championne du monde voilà, en 95. Et dans cette équipe, il y a deux cas, je crois qu'il y a deux cas ou trois cas de SLA et un cas de myélite transverse, ce qui évidemment fait interroger évidemment les médias sur la cause. Et puis je pense que vous avez dû entendre aussi parler de ce petit village de Savoie, Saint-Imier, et on pourra en dire un mot, où il y a plusieurs cas de SLA qui ont été retrouvés dans ce village. Alors sur le plan, ce qu'il faut comprendre, c'est bon, il y a des zones d'ombre dans la maladie. On ne dit pas qu'on ne va pas faire les malins et dire qu'on connaît tout, pas du tout, mais on peut appliquer un certain nombre de principes communs aux maladies dégénératives pour penser que le processus pathogène débutant commence en tous les cas au moins 10 voire 20 ans avant l'apparition des premiers signes cliniques, et que ce facteur pathogène qui n'est pas actuellement identifié est probablement mis en jeu par une interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Évidemment, l'idée, et là on en est loin, c'est de faire ce qu'on appelle la médecine préventive, c'est-à-dire si on était capable d'identifier les facteurs génétiques et environnementaux qui sont en cause dans la maladie, eh bien, on pourrait éventuellement envisager des stratégies pour faire de la prévention de la maladie. Une fois que le processus est enclenché, il y a une phase silencieuse qui est une phase biologique qui a son propre rythme, et lorsque les mécanismes compensateurs en termes de nombre de cellules est dépassé, bien apparaissent les premiers signes cliniques de la maladie, et on peut définir l'âge de début de la maladie, le rythme de progression de la maladie, en sachant que les processus qui peuvent entretenir la maladie ne sont pas forcément les mêmes processus qui ont engendré la maladie. Alors, quelles sont les leçons de l'épidémio? Il y a les études de l'incidence, les études du sexe ratio, et puis les études des facteurs de risque, soit exogènes, soit endogènes, c'est-à-dire externes ou bien des facteurs internes. Alors, dans les études d'incidence de la pathologie, globalement, de par le monde, on décrit 3 profils d'incidence. Dans la population caucasienne d'Europe et d'Amérique du Nord, l'incidence est relativement stable et elle est comprise entre 1,5 et 2,5 pour 100 000 habitants. D'accord ? Donc si vous prenez une ville d'1 million d'habitants, ça veut dire que vous allez observer à peu près 20 cas de 20 nouveaux cas de SLA dans cette ville par an. L'incidence est plus élevée dans un certain nombre de foyers, en particulier la péninsule Kii dans le territoire du Japon, et puis la population de l'île de Guam, en sachant que dans cette dernière, la présentation clinique était particulière dans le sens où la maladie motrice est associée aussi à des troubles cognitifs de type Alzheimer et puis voire une maladie de Parkinson. Et c'est la raison pour laquelle l'incidence qui était multipliée par 100 par rapport au reste du monde a fait rechercher un facteur génétique ou environnemental, et puis on va en parler un petit peu,
pour dire que la piste génétique a été abandonnée et qu'on retient a priori un facteur environnemental. Et puis on a une incidence qui est plus faible en Amérique du Sud et en Asie, bon, en sachant que les études épidémiologiques dans ces continents sont quand même beaucoup plus rares et on se méfie aussi du problème d'accès aux soins, de difficultés à réaliser le diagnostic, et est-ce que cette sous-incidence n'est pas aussi une sous-déclaration de cas. Quand on regarde l'incidence en fonction de l'âge, on voit que c'est une maladie qui a un pic qui est autour des 60-65 ans. Donc vous voyez que l'incidence, là c'est l'incidence rapportée dans différents registres. On voit que l'incidence croît de façon nette après 45 ans. Pour avoir un pic après 65-70 ans, et puis après on observe une diminution relativement brutale de l'incidence de la maladie, et ça c'est assez différent de ce qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, puisque dans la maladie d'Alzheimer l'incidence croît de manière exponentielle avec l'âge. Alors ça c'est vrai aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en sachant qu'on a quand même un nombre de cas de plus de 85 ans. Donc vous voyez que c'est pas... Après 80 ans, on peut faire le diagnostic de SLA. Et il en est de même, avant 30 ans, on peut aussi également faire le diagnostic de SLA. Alors, pourquoi c'est difficile d'étudier l'incidence de la maladie? C'est lié à des problèmes méthodologiques, d'abord à la maladie elle-même et puis la population touchée. D'abord, c'est une maladie rare, et du fait que ça soit une maladie relativement rare, les études sont coûteuses. Que le diagnostic repose sur des critères, et que les critères internationaux, qu'on appelle les critères d'Al-Escorial ou les critères d'Early House, ne sont pas forcément connus de tous les médecins, et ce qui fait que la déclaration ou la classification n'est pas toujours bien faite. Et puis le pic d'incidence chez les sujets âgés, en sachant que les sujets âgés ont souvent des comorbidités, et qu'il y a un certain nombre de patients qui sont diagnostiqués comme étant des états multilacunaires qui sont des SLA. Mais il y a aussi des faux positifs. Il faut savoir qu'entre 5 et 8% des cas qui nous sont adressés pour SLA dans les centres dits de ressources ne sont pas des SLA, et donc il y a des diagnostics aussi posés par excès. En sachant que pour étudier le nombre de nouveaux cas, on peut faire une étude prospective, c'est ce qui est de mieux. On peut également faire une étude rétrospective, mais il y a un biais d'information qui est lié au non-enregistrement de cas. La méthodologie de référence, c'est la méthodologie qui permet d'identifier les cas par plusieurs sources de données. Alors, on peut par exemple utiliser les données hospitalières, on peut utiliser les données des neurologues privés ou publics, les données d'un certain nombre d'autres professionnels, questionner la caisse d'assurance maladie sur la consommation de Riluzole, questionner pour savoir qui est en ALD avec l'ALD spécifique sur les maladies du motoneurone. On peut éventuellement questionner les associations de patients. Et puis, il y a même certaines études qui ont utilisé de manière rétrospective les certificats de décès pour savoir, pour connaître en fin de compte le nombre de cas incidents dans une année de SLA. Donc l'incidence, qu'on utilise plusieurs sources de données, c'est une méthode qu'on appelle la méthode de capture-recapture, qui est une méthode statistique et qui permet d'estimer le nombre de cas non vus. Et ce qui est intéressant en utilisant cette méthode de capture-recapture, c'est qu'on peut estimer l'exhaustivité des différentes sources qu'on a utilisées. Alors je vous montre un exemple qu'on avait fait, qui était... la première étude de capture-recapture qu'on a fait sur la SLA en France et qui émanait de notre équipe, et on avait étudié le nombre de cas qu'on avait observés
en 94-95. Et on avait observé 46 cas. On avait pris 3 sources différentes. On avait la base SLA qu'on avait dans le centre. On a interrogé les neurologues publics du Limousin et des départements voisins en se disant possiblement ils peuvent peut-être aller en Auvergne, dans l'Indre ou dans le Lot. Et puis on avait interrogé tous les hôpitaux. Et donc on regardait nous le nombre de nouveaux cas qu'on avait. On avait 46 cas, ce qui faisait une incidence brute de 3,2 pour 100 000. Alors vous savez que quand on veut comparer des taux d'incidence, on est obligé de standardiser sur une population de référence. Alors soit on choisit la population française, et la population française est connue puisqu'il y a les rapports de l'INSEE qui permettent de faire le recensement de la population, et on connaît par tranche d'âge la répartition de la population. Et donc, si on standardisait sur la population française, on avait 2,5 cas pour 100 000 habitants, avec nos 46 cas observés. Et quand on applique la méthode de capture-recapture, c'est-à-dire le nombre de patients en fin de compte non vus, on serait arrivé à 70. Ce qui aurait fait une incidence standardisée sur la population française de 3,8 pour 100 000 habitants. Et après, on a pu étudier l'exhaustivité de notre source, qui était notre base de données. Et à l'époque, en 1994, on avait l'impression de voir à peu près tout le monde. Et bien, en fin de compte, avec cette méthode, on n'était qu'à 57% de l'exhaustivité du nombre de cas de SLA dans la région Limousin, dans cette période-là. Donc, ça reste la méthode de référence, et c'est la méthode qu'on utilise dans les registres. Donc les registres, c'est faire un enregistrement continu et exhaustif. Vous savez qu'il y a des registres qui existent pour le cancer, pour un certain nombre de pathologies. Et nous, il nous a semblé intéressant, pour pouvoir faire des études épidémiologiques qui soient fiables, d'avoir un registre. Et on a monté un registre en Limousin, et donc est le premier registre français, et on est en train de l'étendre à d'autres régions. On est en train de l'étendre à l'Auvergne, on l'étend au centre. On a un projet avec l'Institut du cerveau et de la moelle pour l'étendre à l'Île-de-France. Et puis on a commencé aussi avec l'équipe de Montpellier et l'équipe de Grenoble. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a mis en évidence les cas à Saint-Imier, pour pouvoir en fin de compte essayer d'avoir un registre national français qui puisse colliger de manière prospective les cas de SLA. Alors, pourquoi parce qu'on pourrait se dire, mais en fin de compte, ils ont leur centre expert et comme ils colligent les données, ça devrait suffire. Eh bien, quand on prend les données de la littérature et qu'on regarde en moyenne les patients qui sont adressés au centre expert, il y a un certain nombre de biais. D'abord, les patients qui sont adressés au centre expert sont des patients qui ont vécu suffisamment pour être adressés au centre expert. Et on peut imaginer qu'il y a des patients qui ont des évolutions extrêmement rapides qui ne sont pas vus dans les centres experts. Donc ça veut dire que ces patients-là sont éliminés de manière fictive, mais ils ont quand même eu une maladie. Et puis on peut aussi imaginer que les gens qui viennent dans les centres experts, c'est les mieux informés, c'est probablement ceux qui sont les mieux pris en charge. Et quand on fait la comparaison des gens qui sont suivis en centre expert par rapport aux patients qui ne sont pas suivis dans les centres experts au sein du registre, on voit que leur survie est supérieure. Et donc, si on veut réellement faire des comparaisons à l'échelle européenne, voire mondiale, eh bien, la seule façon de faire, c'est d'utiliser un registre. Les données, l'importance de la standardisation, bon, je vous ai dit, le dénominateur, il faut standardiser soit sur une population type, donc actuellement on utilise la population française de 99, ou bien la population américaine de 2000, alors en sachant qu'on va probablement avoir des données disponibles prochainement. Et c'est cette méthode de standardisation directe qui permet de comparer les incidences établies dans différentes populations. Et évidemment, on applique à la population type
les taux d'incidence spécifiques des différents groupes d'âge. Par exemple, si on peut étudier, par exemple, l'incidence, on pourrait se poser la question, est-ce que le fait de vivre au nord de l'Europe ou bien au sud de l'Europe, est-ce qu'on observe une différence? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on a un gradient nord-sud comme on a dans la sclérose en plaques? Et donc, si on prend le groupe des 45 ans, 74 ans, on voit que l'incidence dans les différents registres écossais, irlandais, américains, dans le Piémont ou bien dans les Pouilles, donc en sud de l'Italie, eh bien, on peut voir si on a des différences d'incidence. Et on voit que globalement, on reste à peu près dans les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'on tourne autour des 5 à 6 pour 100 000 habitants dans cette classe d'âge. Et ça permet également d'étudier le sexe ratio, c'est-à-dire de voir combien on a d'hommes, combien on a de femmes atteintes dans ces différents registres. Bon, oui, donc si on regarde par exemple le papier qui était sorti en 2007 d'Orla Hardiman, donc il travaille à Dublin, en fin de compte, bon, c'était un travail aussi qui permettait d'apporter des éléments de critique par rapport aux différents types d'études, et que les études prospectives qui utilisent des registres sont les gold standards, et que les études rétrospectives sont entachées de biais, et que donc il faut être extrêmement prudent quand on a une étude rétrospective, ou en tous les cas, il faut vraiment que les auteurs aient bien expliqué les biais potentiels. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle la géoépidémiologie, et donc nous, on a la chance dans notre unité INSERM de travailler avec des gens qui émanent de la fac de géographie, et qui sont donc spécialisés dans tout ce qui est géoépidémiologie. Et l'idée, c'est ce qu'on a fait dans une étude en collaboration avec Montpellier et Grenoble. On a placé sur une carte tous les cas incidents de patients atteints de SLA dans nos différentes régions sur une période de 7 ans. C'est-à-dire qu'on a colligé tous les cas, en sachant qu'on est capable d'identifier, évidemment par le nom, le lieu de résidence des patients, et on est capable d'estimer des rapports standardisés d'incidence, ce qu'on appelle les CIR, et ces rapports standardisés d'incidence, c'est le nombre de cas observés sur le nombre de cas attendus. D'accord ? Donc ça permet par une technique, alors bon, là je serais incapable de vous l'expliquer, mais c'est une technique mathématique qui va permettre de déterminer des agrégats spatiaux, et donc de déterminer ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des endroits où on a l'impression qu'on a un nombre de cas observés qui est nettement supérieur au nombre de cas attendus. Alors évidemment, si on a un CIR qui est à 2, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que si on a 2 cas et puis on n'en attendait qu'un, on ne va pas tirer de grandes conclusions. Si par contre on est dans un nombre de cas où on attendait 6 cas et on en observe 24, là ça commence à avoir un sens. Ça ne veut pas dire qu'on a la raison, qu'on a compris pourquoi, mais en tous les cas on peut se poser une question. Donc nous, on a déterminé, par exemple, qu'il y avait un certain nombre d'agrégats, et on a déterminé 3 zones. Il y en a une qui est à l'ouest de Brive, il y en a une qui est un agrégat qui est au centre de la région, et puis il y en a un autre qui est près de Limoges. Donc la notion d'agrégat, ça prend en compte l'intérêt de ces méthodes, c'est qu'on peut raisonner, on peut choisir l'unité qu'on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé
par exemple, de prendre que par commune. C'est-à-dire qu'on peut faire des intercommunalités, c'est-à-dire que le géo-épidémiologiste, il peut vous faire varier ça au titre du canton, aux régions intercommunales. Et puis on peut imaginer que par exemple, quand on étudie un phénomène, et si on se pose une question et qu'on se dit, ah bah tiens, ça serait intéressant si par exemple dans l'Ouest de regarder si on a la même chose en Dordogne, on peut le faire. Vous voyez, on n'est pas obligé de s'arrêter, enfin, il n'y a pas une barrière parce que c'est la fin de la Haute-Vienne et qu'on passe en Dordogne. Voilà, cette barrière, elle est fictive. Donc on peut faire des études et faire varier la zone d'études spatiales comme on a envie. Bon voilà, bon en sachant que on a des cires qui peuvent, voilà, qui peuvent aller jusqu'à 6. Voilà, donc ça pose question. Maintenant, on n'a pas forcément la réponse non plus, hein. Les données de mortalité ont été utilisées en se disant, bah, bon, globalement, quand même, la maladie, on peut quand même imaginer que le patient, quand il décède de sa pathologie, bah, on savait quand même qu'il avait cette pathologie. Et que, alors c'est vrai que peut-être que ça c'est un peu entaché d'erreur, mais qu'il y a un caractère au jour d'aujourd'hui qui est quand même invariablement fatal, en sachant qu'il y a quand même des grandes variabilités, et que donc on peut se dire, bah, si on regarde les certificats de décès sur une année, et si les médecins ont rempli correctement les certificats de décès, normalement on devrait avoir le nombre de cas de SLA. Alors, c'est pas vrai pour d'autres maladies, on ne pourrait pas faire ça pour la maladie de Parkinson, pour les démences ou pour l'épilepsie, mais on peut potentiellement le faire pour la maladie, en sachant que globalement, le taux de mortalité, il est globalement assez stable dans les différents pays. Il tourne autour des 1 pour 100 000. C'est-à-dire que pour 100 000 décès, vous avez un cas de SLA. Dans la deuxième question qui est posée, c'est, en dehors de l'incidence, c'est le sexe ratio, c'est-à-dire est-ce que le risque de la maladie est le même chez les femmes et chez les hommes? Alors, quand on regardait toutes les études qui étaient publiées avant 90, on avait un sexe ratio qui était assez fort, de 2 hommes pour une femme. Et quand on regarde les études avec les registres, on voit qu'en fin de compte, ce sexe ratio, il se rapproche de 1. En tous les cas, pour le registre du Piémont et en Irlande. Qu'il y a une diminution du sexe ratio de 1,2 à 1 pour le registre de Rochester, et sur une période quand même longue, hein, de 70 ans. On sait qu'il y a une meilleure détection des cas chez les femmes, puisque les femmes se font globalement mieux suivre sur le plan médical que les hommes. Et en même temps, il y a une modification des facteurs de risque au cours du temps, et le rôle du tabac joue probablement un rôle, puisque il y a 2 études cas témoins qui ont montré une augmentation de l'incidence de la SLA chez les fumeurs. Et il y a une étude en ouverte sur une cohorte qui a montré une augmentation du risque chez les femmes et pas chez les hommes. Donc la modification du comportement, en tous les cas par rapport au tabac, pourrait peut-être aussi expliquer le fait que le sexe ratio a tendance à se rapprocher d'1 pour 1, alors qu'il était auparavant plus proche de 2 pour 1 pour les hommes. Alors maintenant, les facteurs de risque exogènes et les facteurs de risque génétiques. Alors je crois qu'il ne faut pas mélanger les facteurs génétiques, les facteurs de risque génétiques, d'accord ? L'idée qu'on met en évidence et qu'on fait une étude, on va étudier l'association entre un facteur et une maladie ou un événement.
le fait de mettre en évidence qu'il existe une association possible ne veut pas dire que l'association est causale. Et les gens ont tendance à faire cette réduction de simplification en disant puisqu'il y a une association, eh bien, le facteur est responsable du phénomène. Alors, il y a un certain nombre de critères qui doivent expliquer la causalité. C'est d'abord, il faut que la séquence dans le temps soit compatible. Donc, en faisant l'hypothèse que si on a une maladie qui débute cliniquement à 50 ans, on peut peut-être imaginer que le processus pathologique a débuté vers 35 ans et que si on étudie un facteur d'exposition qui a débuté 2 ans avant le début des premiers signes, même s'il y a une association, probablement que ce facteur n'est pas causal. Donc il faut qu'il y ait une séquence dans le temps qui soit compatible. Il faut que la force de l'association qu'on met en évidence soit forte. Si on a un ordre de ratio qui est proche de 1, ça ne veut pas dire grand-chose. Si effectivement on est beaucoup plus fort, eh bien ça veut dire qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait une causalité. La spécificité de l'association, le fait qu'il y ait une relation dose-effet, c'est si c'est possible, et on peut se dire que plus on a du facteur qu'on étudie et plus le risque ou l'incidence augmente, et là c'est un fort argument pour penser qu'il y a une causalité. Le fait que ça soit constant et reproductible selon les études, le fait que ça soit plausible, et puis évidemment le critère le plus fort, c'est l'effet de l'intervention, c'est-à-dire qu'on se dit si on supprime le facteur pour lequel on a trouvé l'association, est-ce qu'on observe une modification du risque de développer la maladie? Ce qui n'est pas toujours faisable. Alors, dans les facteurs de risque qui ont été impliqués et étudiés dans la littérature, il y en a plein. Il y a les facteurs environnementaux, en particulier les radiations ionisantes, l'utilisation des solvants, le rôle des métaux lourds. Il y a les facteurs traumatiques, l'électrocution, les facteurs traumatiques physiques, les habitudes de vie, qui sont donc des facteurs un peu plus endogènes, probablement plus complexes, avec le niveau élevé d'activité physique, le fait qu'on ait observé une incidence plus importante chez les militaires, le rôle du tabagisme, et puis on a les facteurs génétiques, et dans les facteurs génétiques, on a les gènes impliqués qui sont les formes monogéniques, et puis on a les facteurs de susceptibilité que sont les gènes de susceptibilité, comme par exemple le VEGF ou le gène de l'amyotrophie spinale, qui peut être un facteur de risque de développer la maladie.